tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Animaux de la 8 dans cette magnifique ville de Colmar. On vous emmène à la rencontre de nos passionnés d'animaux. Vous allez voir tout ce qui vous attend dans le sommaire, c'est parti. Allez, bah moi, il est déjà parti, hein. Cette semaine, Élodie et Sandrine partent dans l'Est, en Alsace. Dans le massif des Vosges, Élodie suivra les traces des chamois à plus de 1200 mètres d'altitude. L'équipe n'a jamais été aussi glacée, je crois. Près de Strasbourg, à Obernai, Sandrine rejoindra des enfants qui pratiquent le canicross dès leur plus jeune âge. Ah, mais c'est que vous courez vite quand même, hein. Au campus universitaire de Cronenbourg, Élodie rencontrera Valérie Dufour. Cette chercheuse au CNRS s'est spécialisée sur l'étude des corbeaux et leur incroyable intelligence. Ma surprise. Enfin, à Colmar, Sandrine se rendra dans la savonnerie artisanale de Marc. Pendant près de 2 ans, il a cherché le savon idéal pour Iron, son berger blanc suisse. Aujourd'hui, il nous dévoile son produit bio pour laver nos animaux. Viens ici, viens ici. Ça marche pas. Notre balade animalière débute au cœur du massif des Vosges à 1200 mètres d'altitude. Élodie, Eric et toute l'équipe partent à la recherche des chamois. Avec l'équipe, on s'est levé à 6h du matin. Là, nous sommes à 1200 mètres d'altitude sur les plateaux des Trois Fours. On espère rencontrer les chamois. Vu les conditions météorologiques, ça va être un petit peu compliqué. Mais l'équipe, allez, on est au taquet, non? On est là. Oh, Christophe! Tu parles tout le temps. Tu vas pas réussir à monter. Voilà, alors regarde le sapin là. Oui, Normalement, les chamois, ils passent la nuit à l'abri sous le sapin. d'accord. Et le matin, ils sortent, ils vont pâturer, quoi. Et ils sont habitués à ces conditions? Oui. Ils résistent à des températures jusqu'à moins 30 degrés. Ah oui, quand même. Lui, il y a Nous, pas- on est bien équipés, on a mis les manteaux et tout. Et lui, il n'en a pas besoin. Non, il n'en a pas besoin, il n'aura pas froid. Là, on est sur leur territoire. Toi, tu as l'habitude de venir les observer. Normalement, ils sont ici. Ils sont ici. Donc là, on a de la chance, il y a de la neige fraîche. D'accord. On va essayer déjà, dans un premier temps, de trouver leurs traces de passage. Ils sont combien, là? Alors, sur le massif des Vosges, on estime la population entre 1100 et 1200 individus. Alors là, on a un indice. Regardez, qu'est-ce qu'on voit là? Alors ça, c'est une trace d'urine. Donc D'accord. je pense que c'est du chamois. Bon, on est sur la bonne piste, Ouais, peut-être. sur la bonne piste. All the edge that I love and know. And then waking up to see the sun. Attends, on s'enfonce ici. Hey, hey, it's another day like every other, and I don't wanna change a thing. Avec Eric, là, on s'est mis un petit peu à l'abri parce qu'il y a beaucoup de vent. Et les chamois sont cachés et on va pas les trouver, hein. Non, aujourd'hui, on n'a pas de chance, là. Les conditions météo ne sont pas optimales. Pourquoi tu t'es passionné des chamois? Un ami a eu la gentillesse de m'emmener ici au sommet du Honeck, voir les chamois. Et là, Et tu t'es là, pris passion pour eux. ça a été le coup de foudre. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que toi, tu as réussi à les photographier quand ils étaient complètement sous la neige. Oui, alors j'ai des séquences de photos, la même météo qu'ici. J'ai réussi à en approcher quelques-uns, donc j'ai des photos. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as amené ton appareil photo, C'est là. pour ça que j'ai l'appareil Mais photo, alors mais là, aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est bouché de il est partout. gelé. Les chamois font partie de la famille des ongulés, Des ongulés, comme oui. les vaches et les chèvres. Voilà. Ils naissent au mois de juin parce que c'est la meilleure période pour eux. Voilà. Il fait chaud Il et fait ils peuvent chaud. s'engraisser. La nourriture est abondante. Donc le petit a une mission. Il faut qu'il multiplie son poids par 7 jusqu'au début de l'hiver pour avoir assez de réserves alimentaires pour espérer passer son premier hiver. Quand il y a ce temps-là et qu'il y a de la neige partout, là, je regarde les arbres, il y a un petit peu de, pas de l'herbe, mais des écorces. Il y a du lichen, Il y a du de la mousse. lichen. Est-ce Ils qu'ils mangent ça, les chamois? Donc ils mangent la mousse sur les troncs. Ils descendent un peu plus bas au niveau de la forêt et puis là ils arrivent à trouver de l'herbe qui est pas. C'est dur pour les chamois C'est quand dur, même, ouais, hein. c'est- Cette période, elle est rude. C'est pas la meilleure période pour les chamois, quoi. L'été, au printemps, on peut venir voir les chamois, on a des chances de pouvoir les observer. On a des chances de pouvoir les observer. Donc ici sur le massif de Honeck, c'est une véritable autoroute à randonneurs. Il faut Donc, respecter quand même les Il chamois. faut hein. respecter les chamois. Les chamois ont l'habitude de la présence humaine. Il faut rester sur les sentiers. Et du coup, on peut facilement faire des observations à 5-10 mètres de C'est distance. génial. Les chamois ont un peu l'âge noir. Comment ça se fait sur la neige blanche comme ça? Parce qu'ils sont à vue. Alors, ils sont à vue.
Ici, ils n'ont pas besoin de se camoufler. Ils ont des prédateurs, donc le loup, le lynx et le pelage noir. Ça leur sert aussi à capter le rayonnement solaire. D'accord. Donc les rares, il y a du soleil. les rares rayons de soleil, bah, ils captent, ils emmagasinent la chaleur, quoi. L'équipe n'a jamais été aussi glacée, je crois. Je voudrais un bonhomme de neige pour bien jouer avec moi. Est-ce qu'il y a eu des réintroductions de chamois ici? Le chamois a été réintroduit dans le massif des Vosges en 1956. Ok. Parce que là, il faut remonter à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne, comme elle a perdu la guerre, a été divisée en 4 zones d'occupation. La zone d'occupation française était juste en face, le massif du Feldberg. Et le général Koenig a protégé un peu le cheptel des chamois allemands. Et du coup, les Allemands, pour nous remercier, nous ont offert 11 couples. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller prendre un bon thé chaud, parce que là, on a froid. Hein, Christophe? Ouais. Regardez ses lunettes. Regardez toi. Ses lunettes. Mon pauvre Christophe. Direction maintenant Aubernais. Sandrine a rendez-vous avec les membres de l'association Empreinte 67. Avec eux, on pratique le canicross dès qu'on sait marcher. C'est trop mignon. J'y vais aussi, moi. Allez, on y va. Mais c'est que vous courez vite quand même, hein. Bah, certainement. Ah, peut-être s'arrêter là, non? Oui. Génial. On a qui, là? Il est trop mignon, lui. Salut, Wami. Oh, bon, oui, mon beau chien. T'aimes bien faire ça? Est-ce que t'aimes bien courir avec Wani? Oui. Alors là, je vois qu'il y a tout chien confondu, hein. Voilà, tout à fait. On peut avoir n'importe quel chien qui fait du canicross, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Hein. Alors, canicross, on peut commencer à quel âge? Parce que là, Alors- vous avez vu, hein, il y a plein d'enfants avec nous, c'est ça qui est génial. Voilà. Alors là, des petits. Des tout petits, on peut commencer des tout petits en double comme Là, il a comme quel âge, là? Alors Pierre, il a 6 ans. 6 ans, 6 voilà. ans, Pierre. 6 ans, jusqu'après, à l'âge, jusqu'à l'adulte. Hein. Donc on a des plus grands. Alors, suivant la taille du chien et suivant la force du chien, on peut courir comme là en double. Pilou, au départ, tire très fort. Ouais. Pour Camille, c'est un peu compliqué de le maîtriser. Donc, en double. En double. Donc on a 2 longes. D'accord. Hein, qui fait 1 mètre et qui peut s'étendre comme ceci Ah, pour c'est bien, ça. éviter les à-coups. Il peut tracter jusqu'à combien de... On va dire suivant la taille. kilos. Ouais, bon, on va dire une personne normale, on va dire 90 Ouais, kilos. Quoi. ça va, là, en fait. Voilà, en double, ça va. Ça Nous, on s'équilibre. est là juste là pour fin de compte pour retenir le chien. C'est pour éviter que le chien tire trop fort et que l'enfant tombe et se Mais fasse mal. c'est génial de faire cette activité avec les enfants. Bah, disons que ça permet aussi à certains enfants de pouvoir faire du sport et d'être une complicité avec l'animal. Ce qui est génial dans cette activité pour les enfants, c'est que ça permet aussi aux enfants de se rapprocher des chiens, de comprendre le chien, Voilà, de pas avoir peur. d'observer, de ne pas avoir peur du chien et de s'en occuper Ouais, aussi, bah de là, le c'est responsabiliser. Et il y a tout un apprentissage qui se fait, hein, les caresses, la récompense aussi à la fin. La caresse au chien, d'aller vers le chien, lui dire que c'est bien. Et les enfants peuvent faire de la compétition? Les enfants peuvent faire de la compétition. Hein. À chaque fois qu'il y a une compétition adulte, on essaye de mettre des compétitions enfants. Ah oui, d'accord. On a des grands sportifs, là. Comment il s'appelle? Nolaf, Nolaf. C'est un braque, hein. Marc de Weimar. T'as quel âge, toi, Arthur? 10 ans. T'as 10 ans. Et c'est sympa de faire ça avec son, Oui. son garçon. Tout à fait. Qu'est-ce que tu dois lui dire? Doucement, surtout, droite, gauche, stop. Quand tu lui dis doucement, il ralentit? Ça dépend. Ah ouais. Ça dépend. Vous faites régulièrement cette activité? Oh, 1 fois par semaine à peu près. Ah ouais, quand même. Et alors toi, t'es content? On va lui donner la parole à lui. Hein? Bon, oui, t'as l'air tout content. Hein? Je vais me mettre à courir avec vous avec un chien. Ah, c'est marrant, Filou colle Wami. Ouais, tout à fait, parce que Filou recherche toujours le contact d'un autre chien pour courir. Et D'accord. il aime bien se mettre en double, ça le rassure. Et est-ce que ça permet aux chiens d'être bien sociables entre Oui, eux? tout à fait, ça leur permet justement de voir d'autres chiens et de pouvoir canaliser leur excitation. Ah ouais, d'accord. C'est tranquille, hein? Oui, ouais, tout à fait, voilà. Et puis, c'est une impression qu'on est tracté par le chien d'allonger la foulée et Mais de voler. complètement. Et de voler. Et là, tu m'as prévu combien de kilomètres, là? Avec Filou, on peut faire, et Wani, on peut faire 10 km. Ah, 10 à cette allure-là, On est parti pour 10 kilomètres. On s'arrête plus. on s'arrête plus. Près de Mulhouse, Élodie découvre une race de chat encore peu connue, le Pixie Bob.
Voici le Pixie Bob. C'est un chat très original, Nathalie. Comment tu l'as découvert? Alors, c'est un chat qui vient du Grand Nord-Ouest des États-Unis. D'accord. Que j'ai rencontré pour la première fois à Paris, à une expo, en 1997. La première rencontre a fait que tu as eu un coup de foudre? Ah oui, j'ai eu le coup de foudre parce que ce sont des chats qui ont un look de petits lynx. Ah oui, c'est vrai. Qui sont extrêmement gentils. Très très équilibrés dans leur caractère. J'aimais leur look naturel, je n'aime pas les chats sophistiqués. Je trouve que ce look naturel allié à sa grande gentillesse, c'était extrêmement séduisant. Parce que le Pixie Bob, il est toujours de cette couleur, il est toujours comme celui-ci que tu as là? C'est la seule couleur possible, D'accord. avec différents tons plus ou moins clairs, plus ou moins foncés de marron. La spécificité de ce chat, c'est la queue courte et les petits pinceaux au bout des oreilles. Voilà, des petits plumets. Comme Oui. le lynx, mais il a aussi d'autres caractéristiques. C'est un chat très massif, Oui. qui a des spots et non pas des rayures sur C'est vrai. son petit poil, Point, quoi. qui est très trapu, qui a un regard qu'on dit abaissé. Sa Très, très queue, gentil. alors vraiment, c'est particulier quand même. Hein. Souvent, ils ont des nœuds dans Ouais, leur c'est- queue. Ça fait tire-bouchon. Il y a donc deux sortes de Pixie Bob, en fait, le Pixie Bob poil court et le Pixie Bob poil long. Et parce que c'est un chat qui est naturel ou qui a été créé par l'homme? La légende dit issu du croisement entre un bobcat et des chats de ferme du Grand Nord-Ouest des États-Unis. Il y a aussi quelque chose de très original chez cette race de chat, ce sont ses pattes Oui. polydactyles. Alors, la polydactylie, c'est un chat qui a plus de doigts que la normale. Tous ne sont pas polydactyles, mais certains le sont. La polydactylie donne un aspect encore plus massif Oui, au les Pixie pattes Bob larges. et aux pattes. Voilà, avec une démarche chaloupée, donc c'est très sympa. Il a voir comme t'es beau. Oh non, mais regardez ce chat, ses pattes, c'est incroyable. Ils sont un peu pot de colle en fait. Ils sont pas de colle. Oui, c'est ce que t'aimes bien chez eux? Oui, j'adore Oui. ça. Ils sont calmes, posés. Ah bah là, on voit, hein, t'es en train de l'endormir. C'est un bébé ou c'est un adulte là? Alors, non, c'est un bébé. Le Pixie Bob est un chat tardif et ils grandissent, ils évoluent jusqu'à l'âge de 4 ans. C'est vraiment le chat facile à vivre avec bah là, on en voit, fait là. très peu d'entretien. Là, on le voit comme ça là. Et Oh, puis on monsieur peut les le emmener partout parce Oui. qu'ils sont très très équilibrés. Donc ils vont s'habituer à par exemple une maison de vacances, un hôtel. C'est plutôt un chat d'extérieur ou d'intérieur? Alors c'est des chats qui vivent surtout avec leur maître. Donc ils vont pouvoir vivre en maison ou en appartement, mais ils aiment aussi l'extérieur, ils aiment chasser les souris. C'est un chat qui coûte combien environ? Alors c'est une fourchette entre 1200 et 2500 euros. Qu'est-ce qui fait son prix? C'est sa rareté? C'est sa rareté, on est très très peu d'éleveurs en France, il y en a 3 actuellement. Bah super, merci beaucoup Nathalie. Avec plaisir. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Notre balade animalière continue à la SPA de Mulhouse. Pour les chiens catégorisés, l'évaluation comportementale est obligatoire afin de connaître leur potentielle agressivité. Bonjour, docteur Inzitel, bonjour. Donc, Très précis, hein? Oui, donc alors, je voulais vous dire, je vous présente Goyat, un American Staff de 7 ans, et malheureusement, il a été abandonné. Et pour qu'il soit adopté, il faut qu'il ait une évaluation de comportement. On va voir si son comportement va bien, s'il est sympa. Enfin, j'ai l'impression que tout va bien pour lui, hein. D'ailleurs, tous les chiens de catégorie 1 et 2 doivent passer par une évaluation de comportement. C'est bien ça, Marie-Laure, hein? sachant que les chiens de catégorie 1 et de catégorie 2 sont des chiens comme les autres, que c'est des chiens pour lesquels il n'y a jamais été prouvé au niveau scientifique qu'il y avait un risque de dangerosité au niveau du comportement supérieur aux autres chiens. Simplement, réglementairement, ça a été imposé depuis 1999, puisque ces chiens étaient anciennement utilisés, on va dire, à l'époque, comme des chiens un peu de garde, voire par certaines personnes plus ou moins d'attaque. Quels sont les chiens de catégorie 1? Alors, c'est des chiens qui n'ont donc pas de certificat de naissance, donc qui sont nolofés. Donc, c'est des chiens que les gens doivent être obligés de tenir muselés en permanence quand ils sortent. C'est des chiens qui n'ont pas le droit de stationner dans des lieux publics et c'est des chiens qui doivent être stérilisés. Ça, c'est pour la catégorie 1. C'est la même chose pour C'est la les même chiens de chose pour la catégorie 2. catégorie 2. Simplement, pour la catégorie 2, ce sont des chiens donc, qui ont un certificat d'origine qu'on appelle un LOF, si vous voulez. Si on achète ce type de chien dans un élevage, On a une obligation, en fait, en tant que propriétaire, d'en avoir plus de 18 ans, ne pas avoir de casier judiciaire, être assuré par rapport à ce genre de chien et en plus suivre une formation particulière pour la détention de ce genre de chien, plus avoir une assurance complémentaire. Ah, c'est en pas si responsabilité simple. civile. Non, c'est pas si simple que ça. et vous en avez beaucoup, Charline, des chiens de catégorie 1 et 2? Oui, on doit en avoir environ une douzaine.
sachant que c'est des chiens qui sont très difficiles à placer, notamment de par toutes les procédures qu'il y a à faire pour en avoir un. Donc il reste bien plus longtemps que nos autres pensionnaires. Donc là, on veut absolument que Goyat soit adopté, donc on va le tester. Et alors, mon chéri, et puis il écoute bien. On sait, Charline, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, son propriétaire est décédé et la dame qui s'occupait de lui n'a pas pu le garder. Donc il est chez nous et il attend de trouver la personne. Une nouvelle famille. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on doit regarder en la première priorité? des choses qu'on vérifie, c'est l'identification de l'animal. Donc le numéro d'identification qu'on vient de relever correspond bien au chien Goyat, donc qui est bien un chien mâle de 7 ans. Lofé, donc il y a des papiers d'origine qui permettent de certifier que c'est bien un American Staff. Donc là, on vient de voir que Goyat est venu vers nous sans aucune crainte. Ça, c'est la première chose que tu regardes. La première chose que je regarde, si vous voulez, c'est comment le chien se comporte dans l'environnement du cabinet. Voir s'il a une réaction de peur, s'il va se mettre dans un coin. Après, ce qu'on va faire maintenant avec Goyat, c'est qu'il faut qu'on lui fasse un examen clinique. Donc, il faut que le chien puisse voir. Donc là, tac, tac, tac. Après, on peut regarder si le chien entend bien. Donc vous voyez qu'il réagit. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que le chien a des soucis de douleur particulière. Donc pour ça, on va faire un examen clinique complet. Et on voit que ce chien ne présente aucune réaction de stress ni quoi que ce soit. T'avais vu sa tête? Ça, c'est des massages, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder un peu comment il va réagir à un bruit un peu forcé. Ah, d'accord. Le chien réagit plutôt relativement normalement. Il ne dit rien du tout. Vous allez le noter, donc ça va de combien à combien la note? Alors, la note d'évaluation va de 1 à 4. D'accord. Un chien catégorisé de niveau 1 est un chien qui ne présente pas de danger. Après, plus on va monter en catégorie, plus on va arriver sur ce qu'on appelle des chiens dangereux. La dernière catégorie est malheureusement la catégorie des chiens qu'on considère comme des chiens capables de tuer. Donc c'est des chiens sur lesquels malheureusement il est difficile d'obtenir d'autres solutions à part un placement dans une zone écartée de contact de tout public. Ou sinon malheureusement s'il n'y a pas d'autre solution de placement, on est obligé de l'endormir. Et rassure-moi, il n'y a quand même pas trop d'euthanasie au niveau de ces chiens. Non, il n'y en a quasiment jamais. On va dehors, on va voir si tu t'entends bien avec tes copains. Donc là, on va regarder si Goyat s'entend bien avec les autres chiens. Il a l'air d'avoir rien à faire des autres. Hein. Tu t'en fous? C'est mon Goyat. Alors après, on regarde l'obéissance. Donc on va voir si Goyat obéit bien. Ah si. Oh, bravo, tu donnes la patte? Oh oui, les 2 pattes carrément. C'est bien mon chien. Bravo. En tous les cas, il me suit, hein, donc c'est un bon point, non? Oui, c'est un chien très obéissant. Donc c'est un chien qui sera catégorisé en niveau 1 sur 4. Donc génial. Donc génial. Super. Évaluation réussie pour Goyat. Super. Maître Corbeau ne serait pas si sot. Sur son arbre perché, l'oiseau fascine Valérie. Cette chercheuse étudie les capacités cognitives des corvidés. Voici Brad, une jeune femelle corbeau âgée de 2 ans et demi. Et aujourd'hui, on va travailler sur le comportement des corbeaux et apprendre un petit peu plus sur son intelligence. Valérie, tu es chercheuse. Pourquoi tu as voulu travailler avec les corbeaux? Alors initialement, je travaillais avec des primates et l'idée c'était un petit peu de comprendre d'où nous viennent nos propres compétences cognitives, notre propre intelligence, si on veut, à nous, être humains. Alors avec les singes, on a des modèles proches, des modèles animaux qui sont très proches de nous, comme les bonobos, les chimpanzés, les orang-outans. Et il y a des animaux qui sont plus éloignés, comme chez les oiseaux, où là on a des animaux qui volent, qui ont un petit cerveau et qui pourtant font des choses assez incroyables. Donc ils sont capables de se souvenir de choses pendant très longtemps, de la nourriture qu'ils cachent par exemple. Donc c'est important aussi de mieux les connaître car les corbeaux ont quand même une très mauvaise réputation. Alors leur réputation, elle vient principalement des champs de bataille, où voilà, il y avait souvent des soldats morts sur ces champs de bataille et les oiseaux qui venaient manger les restes, on va dire, c'était souvent des corvidés. Ma surprise. Vous avez décidé de travailler sur le corbeau freux, pour quelle raison? C'est une espèce qui est très intelligente, donc qui a des capacités cognitives très développées,
Elle peut faire des outils, par exemple. Ah oui. On croirait pas que le corbeau il est intelligent comme ça. Tous les agriculteurs vous le diront, Oui. les corvidés sont malins hein, quand il s'agit de récupérer des graines dans les champs ou ce genre de choses. Et ils s'habituent très vite à tout ce qui est mis en place pour les faire fuir. Comment on peut voir l'intelligence d'un corbeau freux, par exemple? On va faire des petits tests. Donc on lui propose deux possibilités et l'idée c'est de comprendre si elle a une notion de permanence de l'objet. D'accord. Donc est-ce qu'ils comprennent que quand ça disparaît c'est quand même encore là. Donc on va lui montrer une récompense. On lui montre qu'on la met dans une boîte. On lui montre une boîte vide. Et on lui propose un choix. D'accord. Et là, elle choisit la bonne solution. Donc elle a compris que même si c'était plus visible, c'était encore ici. C'était D'accord. encore dans la boîte. En fait, les Que là, enfants c'est- de moins de 8 ou 10 mois n'ont pas cette notion de permanence d'objet. Et les corvidés réussissent ces tests. Là, elle est dans sa petite tente dans ton bureau, mais elle vit pas là, hein. Elle est habituée à l'homme, on va dire, donc on ne pourrait pas faire ça avec un corbeau sauvage hein, du tout. Le reste du temps, elle vit avec ses congénères dans une volière. C'est important pour vous de faire tous ces tests. Qu'est-ce que vous voulez montrer exactement? Ce qu'on peut montrer, c'est que ces animaux sont assez comparables en termes de compétences cognitives, alors d'intelligence, aux grands singes, aux singes. Et donc, finalement, même si notre histoire est très, très éloignée de la leur, finalement, ils sont pas si éloignés que ça de nous. Tu penses que je peux essayer un petit test ou il est habitué à travailler juste avec toi? Ah, tu peux essayer, hein. Regarde-moi, parce qu'il faut avoir son attention quand même. C'est ça. Ah, il est bon. Oui. Merci beaucoup Valérie. Merci. À bientôt alors. Salut Brad. Quittons Strasbourg pour Colmar. Dans la savonnerie artisanale de Marc, Sandrine fait la connaissance de son chien, Iron. Ah bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Salut Iron. J'ai pris un vent, là. Iron, viens ici. Viens ici. Ça marche pas, quel chien. Bien, bonjour, Marc. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Iron s'est ouvert un peu la truffe. Je lui mets un peu de mon baume de calendula, qui est un cicatrisant. Ah ouais, bah c'est génial, ça. Voilà, qu'est-ce qu'il est grand. C'est un berger blanc suisse, hein. Oui, c'est ça. Mais grande taille, celui-ci. Oui, il a 5 ans, là. Alors là, on est dans ta boutique. Hein. Oui, Toi, c'est tu ça. fais des savons. Des savons, attention, hein, naturels. Oui, 100% naturel. C'est toujours des huiles essentielles pures. D'accord. Et donc, il y a différents parfums. Et les huiles essentielles ont d'ailleurs aussi des propriétés, que ce soit pour les humains ou pour les animaux. Ça, c'est des baumes normalement pour nous. Oui, c'est ça, des baumes naturels. mets, ouais. sur Mais que les- j'y mets parce que le calendula, qui est de la fleur de souci, eh ben, c'est tout simplement un cicatrisant qui existe dans la nature. Donc, on peut s'en servir pour l'humain comme pour les animaux. Viens me voir, hein, voir si tu sens bon. Ouais. Tu l'as depuis combien de temps? Alors moi je l'ai eu que à 18 mois et parce qu'il allait être abandonné et donc je l'ai recueilli en urgence le jour de mon anniversaire. Oh, et là c'est ça bien, fait ça. 3 ans que je l'ai. Il est toujours avec moi, c'est un chien qui a toujours besoin de compagnie et qui a toujours besoin de me suivre. Il passe la nuit avec moi aussi. Ah, il passe la nuit avec toi. Ta compagne, alors? Elle est là aussi, Elle est pas là de problème. aussi, tout le monde dans le lit, quoi. Donc là, t'as décidé de faire une gamme pour les animaux. Oui, exactement. J'ai décidé, enfin, après 2 ans d'essai sur Iron, de sortir le savon pour animaux, tout type d'animaux. 2 ans d'essai, quand même, Oui, pour 2 ans avoir d'essai. cette recette aboutie. Ah oui, parce que c'était pas facile, il fallait pas que le savon reste accroché sur le poil, il fallait que ça s'enlève bien, il fallait que ça ne ternisse pas le poil, que ça l'entretienne bien, donc beaucoup d'essais. Sandrine, tu viens avec moi et puis Iron va nous accompagner, puis on va faire quelques petits savons justement pour les animaux. Tu viens, Iron? Tu viens, Iron? On se trouve dans le laboratoire de Marc, là où il fabrique ses savons pour animaux. Et là, Iron est là en train de nous regarder. Ah bah non, il est plus là. Il était là il y a 2 secondes. Parce que Iron n'a pas le droit de rentrer dans le laboratoire. Non, c'est interdit pour un problème de réglementation et d'hygiène. Donc, on met les lunettes. Alors, on commence par quoi? Parce que là, c'est quoi? C'est de l'huile? Alors là, ouais, j'ai mis, à vrai dire, ce qui est intéressant pour la peau, que ce soit pour l'humain ou pour les animaux, c'est la coco. Donc là, j'ai liquéfié de l'huile de coco. D'accord. On va rajouter un peu d'huile de Là. colza qui est devant, voilà. Ah, l'huile de colza, c'est bien Voilà, pour les qui est chiens. Tu très mets bon, tout? voilà. Oui, tout. L'huile de tournesol qui a été produite
localement bio. Et donc ça, pareil, on va rajouter dedans. Je mets tout aussi, hein. Oui, je mets tout dedans. C'est pour faire combien de savon, là? Là, on va faire pour une 60aine de savons pour Iron, enfin pour les animaux. Mais parce que c'est pas que pour Iron, hein, c'est pour tous les animaux, parce qu'après, tu vas le vendre, ce savon. Oui, c'est ça. Donc là, tu peux mixer les huiles ensemble pour qu'elles soient bien mélangées. D'accord. Rajouter cette fameuse saponification à froid. Toi, tu vas continuer à mélanger. D'accord. Ça va progressivement commence un à peu durcir. durcir. Voilà, exactement. Après, ce qui va faire la spécificité du savon, ça va être les huiles essentielles donc, que j'ai préparées, qui sont un peu secrètes. Voilà. Terminé. Tu vas le laisser sécher combien de temps? Donc là, il va sécher pendant 48 heures avant d'être démoulé et découpé. Donc là, j'ai une barre entière. Ah, on dirait du beurre ou du fromage. Ils vont rester 4 semaines en cure. Et c'est seulement après ces 4 semaines que je pourrai les mettre sur le marché pour les vendre. La cure, ça veut dire quoi? Il faut qu'il sèche encore? Il faut qu'ils sèchent encore, voilà, exactement, pendant 4 semaines. Ah ouais, et après, à la maison, on peut les garder combien de temps? À la première utilisation, 18 mois pour l'utiliser complètement. D'accord. Et on dirait pas un accordéon. Yvette Horner. Je prends ça, c'est ça, ce petit Oui. morceau-là? Ok. Et après, tu descends. Là, je descends, là. Voilà, Super. très bien. Mais là, j'ai vraiment fait un mélange qui reste Assez naturel. assez naturel, Oui, ouais. ça, Qui c'est sent bien. pas très très fort et puis qui est agréable. D'ailleurs, Iron l'adore, il se lèche avec. Et Ah oui? pas de souci. Et bien voilà, notre émission s'achève avec Iron et la spécialité typique de la région, le bretzel. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie avec tous nos passionnés d'animaux. Mais n'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site ou l'application MyCanal et nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, on vous dit à très bientôt. Dans les animaux de la 8. Bye bye. Et bon appétit, hein. Bon appétit chez vous. Accélère le pas. Hello, t'es où? Mais parce que c'est pas beau derrière, les poubelles. Belle. Bravo pour un cadreur. Toi, t'es belle, mais il y a la poubelle. Marine, c'est notre journaliste. Ah, elle en rate pas une, hein. Vous savez quoi? Je pense qu'elle va se prendre un petit savon. C'est moi qui vous le dis. J'ai une méthode pour enlever la neige. Il faut pas mouiller les gants. Ah bah voilà, la raclette, c'est quand même plus facile, hein. C'est un grand berger des Pyrénées, ça. Ah non, c'est un berger blanc suisse.